Bonsoir, nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Vous regardez À l'air libre, l'émission d'actualité de débat de Mediapart. Bienvenue. Avons-nous suffisamment accès à nos droits et sont-ils bien garantis en France ? Notre invité incarne une institution qui doit s'en assurer. Nous recevons la défenseure des droits, Claire Hédon. Interpellation abusive, interdiction de casseroles, manifestations réprimées parfois dans la violence, associations menacées, le contexte politique demande plus que jamais que nos droits et libertés, vos droits et libertés soient garantis. Quelqu'un en France a cette mission, garantir les droits et l'accès aux droits en toutes circonstances. C'est la défenseure des droits. Bonsoir Claire Hédon. Bonsoir. Et bienvenue, c'est la première fois que vous venez dans À l'air libre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc depuis l'été 2020 défenseur des droits et vous venez de publier votre rapport annuel d'activité. Le constat de cette année 2022 sur laquelle vous rendez votre rapport, c'est qu'on vous saisit de plus en plus. Est-ce parce que vous êtes mieux connu ou parce que l'accès aux droits, quel qu'il soit, est moindre ? Effectivement, ce que nous observons, c'est quand même des difficultés d'accès aux droits qui vont en augmentant. Et l'intérêt d'un rapport annuel comme celui-là, c'est pas simplement qu'il dise ce que fait l'institution, il donne un état des lieux justement de ces difficultés d'accès aux droits. Et ce que j'observe, d'abord un mot sur cette institution qui a une valeur constitutionnelle, ça veut dire qu'elle est inscrite dans la Constitution, dans son article 71.1. C'est important parce que ça veut dire que la Constitution, à un moment, a décidé de nous confier cette tâche de défendre les droits et les libertés. Et dans 5 domaines, d'abord nos 2 missions réellement, traiter les réclamations qu'on reçoit, près de 126 000 l'année dernière, et à partir de là, défendre les droits et les libertés, c'est-à-dire que nous observons des difficultés d'accès aux droits et nous avons des recommandations à faire. Et dans les 5 domaines d'activité de l'institution, que sont la défense des usagers, des droits des usagers de services publics, la lutte contre les discriminations, la protection des droits des enfants, la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte, et le dernier dont on parle beaucoup en ce moment, nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Alors, on va effectivement passer un petit moment sur cette dernière mission. Plus 9% de réclamations sur l'année passée. Est-ce que là, depuis le mouvement des retraites, donc depuis début 2023, vous observez une augmentation aussi des réclamations qui sont liées à ce mouvement ? Absolument. On en était ce matin à 127 réclamations depuis le début des manifestations contre la loi retraite, avec en fait sur ces 127, 120 on peut dire sont sur le dernier mois, donc une accélération forte. Mais le premier domaine de saisine de l'institution, c'est des problèmes d'usagers de services publics. Et quand je dis ça, je voudrais juste expliquer ce que ça veut dire. C'est un jeune qui n'arrive pas à toucher ses aides au logement. C'est une personne qui est en train de passer à la retraite et qui n'arrive pas à toucher sa pension de retraite. Mais ça peut durer 6 mois, 1 an, 18 mois où les gens sont sans revenus. Ça veut dire des difficultés, et on y reviendra, pour accéder, pour les étrangers, dans le renouvellement de leur carte de séjour aux préfectures. Puis c'est des difficultés que chacun de nous a pu rencontrer pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport. C'est aussi des difficultés caisse primaire d'assurance maladie, chômage, voilà. L'accès aux services publics, c'est ça, et c'est 80% de nos réclamations, c'est même plus de 80% de nos réclamations, et c'est la partie qui augmente le plus et où on observe le plus de difficultés, avec la question des droits des enfants aussi qui augmente de 20% dans les réclamations. Donc cette augmentation, quand je dis qu'on a une augmentation, ce qui m'inquiète, c'est que ce que j'observe, c'est un éloignement des services publics. Et les services publics, ils ont à être au service du public et surtout à maintenir un accueil pour qu'on puisse aller voir les personnes qui traitent son dossier et régler le problème. Alors, les services publics vont vous dire qu'ils ont maintenu un accueil, j'ai pas de doute, puis j'ai aucune accusation contre les agents de services publics qui cherchent à faire au mieux. Mais la réduction des effectifs, et je trouve que la Cour des comptes l'a très bien dit pour les préfectures, rend très difficile le traitement à la fois des dossiers et l'accueil, et je pense que ce qui est important, c'est de maintenir un accueil. Vous savez bien que la dématérialisation des démarches administratives pour plein de personnes a été un grand avantage, je veux dire, a permis de simplifier les démarches, mais on a en ce moment un tiers de la population française qui est éloignée du numérique. Les derniers chiffres sont là-dessus. C'est quand même énorme. Et donc, c'est à la fois des gens en difficulté avec le numérique parce qu'ils ne savent pas forcément s'en servir, et des gens qui n'ont pas forcément Internet. Arrêtons de penser que tout le monde est équipé d'un ordinateur, d'une imprimante et d'une connexion Internet. Et donc tout ça, en fait, alors que ça devrait
faciliter le service peut éloigner une partie de la population des services publics, donc de ses droits. Et vraiment une rupture d'égalité. Et une rupture d'égalité que je trouve très délétère pour la cohésion sociale. Parce que vous avez en individuel un peu de mal à comprendre pourquoi le voisin il arrive à toucher ses droits et pourquoi pas vous. Et je dis que ça fragilise notre démocratie. Et qu'est-ce que ça crée à votre avis? C'est quoi la menace? Alors, en tout cas, ce que nous disent beaucoup nos délégués territoriaux, vous savez, on a 570 délégués territoriaux qui accueillent, sur tout le territoire, qui accueillent les réclamants en physique. Nous, on a maintenu ces accueils physiques. Ils disent depuis déjà 2 ans qu'ils ont en face d'eux des réclamants épuisés, énervés, en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre des services publics, parce qu'ils n'ont pas de réponse sur leur dossier. Alors, je sais bien que les services publics traitent quand même une grande part des dossiers qui leur sont confiés, heureusement, mais il y a une partie de la population qui a du mal, et je vous redis, c'est délétère en termes de cohésion sociale de ne pas réussir à accéder à ces droits. Ça pourrait paraître bénin. Mais les situations, quand vous avez une personne âgée qui est à la retraite et qui ne touche pas sa pension, qui se retrouve avec rien ou avec 90 €, c'est grave. Quand vous avez un jeune qui ne touche pas ses aides au logement et qui du coup est expulsé parce qu'il ne peut pas payer son loyer, c'est grave. Les situations individuelles, en fait, sont graves pour les personnes. Et pour la démocratie. Alors on va revenir tout à l'heure sur notamment l'accès aux droits des étrangers qui est le fait marquant de ce rapport 2022. Mais pour commencer, l'actualité. En un mot, comment est-ce que vous qualifiez l'état de notre démocratie ? Alors, vous pourrez développer, mais je pourrais. En un mot, on vit dans une démocratie. Il n'y a pas de doute sur cette question-là. Mais la démocratie, je pense que c'est important de l'expliquer, ce n'est pas seulement le système représentatif, ce n'est pas seulement les élections. Notre démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'association, c'est la liberté de manifester. Ce sont des fondements de notre démocratie, et ces points-là sont importants. Et effectivement, il y a des points où qui sont fragilisés et qui peuvent m'inquiéter, que ce soit sur la liberté de manifester, sur la liberté associative. Mais vous voyez bien, enfin, il ne s'agit pas d'être caricatural dans la façon de dire ces choses-là. Mais oui, il y a des inquiétudes. Voilà, je partage des inquiétudes et mon rôle dans la Constitution, je veux dire, ça a été clairement défendre les droits et les libertés. Donc, heureusement que je prends la parole sur ce sujet-là. Alors, allons-y justement, je vous soumets un cas concret. Aujourd'hui, Emmanuel Macron était dans l'Hérault, dans le village de Ganges, pour un de ses premiers déplacements depuis la promulgation de la réforme des retraites. Des manifestants avaient prévu de l'accueillir avec des casseroles. Ça fait quelques jours qu'on les entend à heure fixe. Ça ne m'a pas échappé. Voilà, ça ne vous a pas échappé, nos oreilles s'en souviennent. Mais voilà, cette contestation qui s'exprime donc avec les bruits de casseroles. Et donc, voilà ce qui s'est passé à Ganges. Ah, c'est une casserole. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi faut enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison préfectorale. Sur est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît, un arrêt? Madame, la casserole. Non, je vous ai demandé un papier. Donc... Ben on a l'arrêté préfectoral. Je vais le lire. Vous allez le lire, vous mettez-vous là. Mais à quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. Alors, un arrêté préfectoral qui interdirait les casseroles. Donc, depuis, la préfecture a lâché les forces de l'ordre. Les gendarmes ont mal compris la consigne, dit la préfecture. L'Élysée dit ils ont fait du zèle. N'empêche qu'on l'a lu, cet arrêté préfectoral. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un lien, cet arrêté préfectoral, entre terrorisme et contexte social, puisqu'il justifie le risque terroriste par le contexte social actuel. C'est écrit comme ça. Et partant, il interdit, notamment, outre le fait qu'il mette en place un périmètre de sécurité autour d'Emmanuel Macron, il interdit l'usage de dispositifs sonores portatifs. Si je résume, on utilise une loi antiterroriste pour empêcher des casseroles, manifestations de la contestation du pouvoir. Comment est-ce que vous qualifiez ce genre de décision ? Alors d'abord, à ma connaissance, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous n'avons pas été saisis de cette situation. Pour que nous puissions enquêter, il faut que nous soyons saisis ou que nous nous autosaisissions. On en reparlera après de nos autosaisines. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore saisis de cette situation, à ce que je sache. Vous appelez à être saisis ? Mais ça peut... Oui, enfin, sur toutes les questions, j'appelle... Enfin, je conseille à toutes les personnes qui considèrent que leurs droits et libertés sont atteintes à nous saisir. Ça me permet de rappeler que la saisine d'une institution comme le Défenseur des droits est gratuite et que toute l'enquête que nous allons mener est gratuite et en contradictoire. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'à partir du moment où on est saisi, nous allons commencer à enquêter. C'est-à-dire que nous allons demander l'arrêté préfectoral, nous allons interroger justement les forces de l'ordre
l'ordre qui étaient là à ce moment-là. Nous allons interroger la hiérarchie. Ce point-là est important. Nous ne nous intéressons pas simplement à l'acte individuel, mais aussi à la hiérarchie, à la formation de l'information qui est donnée. Et à partir de là, je pourrais vous rendre notre décision. Mais ce point-là est très important, parce que l'enquête, elle se fait en contradictoire. Et je ne peux pas me prononcer à la volée tant qu'on n'a pas l'ensemble des éléments. Mais est-ce que vous diriez que c'est une dérive autoritaire? Je ne peux pas vous le dire tant que l'enquête n'est pas menée. Mais c'est important, je pense que c'est vraiment important de comprendre ce travail d'enquête qui est fait en toute indépendance. À charge et à décharge, en toute neutralité, vous le répétez. En toute impartialité, c'est vraiment important. Et c'est aussi important de nous saisir pour qu'on puisse dire un certain nombre de choses. Je ne sais pas juste si vous avez entendu. Oui, non, mais si vous avez remarqué que après les manifestations des Gilets jaunes, nous avons rendu ce qu'on appelle, nous, une décision cadre, avec un certain nombre de recommandations sur le maintien de l'ordre. Et je peux tout de suite vous dire que nous ferons exactement pareil avec l'ensemble des réclamations que nous recevons là. Mais l'enquête, il va falloir quand même quelques mois pour pouvoir aboutir. Et nous rendrons aussi une décision cadre avec des préconisations et avec les inquiétudes qu'on peut avoir exactement sur ce que vous dites, la liberté de manifester. Deux questions encore subsidiaires relatives à ces casseroles. Est-ce que vous pourriez vous autosaisir là-dessus? Alors, on pourrait s'autosaisir, mais je vous donnerai les règles. Quand on s'autosaisit, c'est des situations particulièrement graves. Donc, a priori, on n'irait pas s'autosaisir sur cette question-là, parce qu'on a aussi une question d'il faut traiter l'ensemble des dossiers. Mais si vous voulez, je vous développe les critères sur lesquels on s'autosaisit. Ça peut être intéressant. En fait, on s'est autosaisi là depuis le début justement des manifestations, des deux situations à Sainte-Soline, parce que des blessés graves et excessivement graves. Et donc, dans ce genre de situation, on décide de s'autosaisir. On s'est autosaisi sur la situation de la personne, a priori sans domicile fixe, qui a été insultée place de la Bastille, parce que voilà typiquement quelqu'un qui pensera pas, qui ne nous connaît pas et qui ne nous saisirait pas. Et donc ça nous paraît important d'aller vers les plus vulnérables, c'est quand même une de mes préoccupations. Et nous nous sommes autosaisis de la situation du jeune qui se fait rouler par une moto sur la jambe, sur cette situation-là. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que nous nous autosaisissons d'une 5e situation, qui sont les 3 jeunes qui sont des mineurs, qui sont à scooter, dont une est blessée grave, dont le pronostic vital est engagé. Et nous saisissons à double titre parce que apparemment, sur ce qu'il se passe, c'est une question de refus d'obtempérer. Nous nous sommes déjà saisis de plusieurs situations de refus d'obtempérer sur toute l'année dernière. Et nous nous autosaisissons donc parce qu'il y a cette question du refus d'obtempérer, et ce sont des mineurs. Et à notre rôle de défense des droits des enfants, il nous paraît particulièrement important de nous saisir de cette situation-là. Donc cette histoire, je précise qu'il y a une enquête ouverte par le parquet de Paris. Alors, c'est intéressant que vous le disiez, parce que du coup, ça veut dire aussi que nous, il va falloir demander l'autorisation au parquet pour instruire. Voilà. Et vous l'avez en général? En général, on l'a, mais simplement, ça peut prendre du temps. Y compris quand ça concerne des enquêtes concernant les forces de police? Absolument, bien sûr. Et c'est majoritairement là, en fait, qu'on le demande. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est majoritairement là. Et on l'a quasiment, je peux dire, toujours. La question, c'est dans quel délai, parce que la justice veut faire son travail, ça nous paraît tout à fait normal. Mais nous, notre grande force, je vous le redis, c'est qu'on ne va pas simplement étudier l'acte individuel. Nous allons regarder aussi l'encadrement, nous allons regarder aussi la formation de ces forces de l'ordre, et nous y intervenons aussi au titre de la défense des droits des enfants. Et je trouve que c'est la force de l'institution. Quand je vous ai parlé de ces 5 domaines de compétences, on pourrait se dire, mais finalement, quels sont les rapports entre les uns et les autres? Eh bien si, en fait, et cette question de droits des enfants vraiment traverse l'ensemble de l'institution. Et je précise donc que le parquet de Paris a ouvert une enquête qui sera menée par l'IGPN, l'organe de contrôle interne de la police nationale, et que la conductrice est une jeune fille mineure de 17 ans dont à ce stade le pronostic vital est toujours engagé. Puisque vous parlez, vous êtes allé sur les manquements à la déontologie, donc vous l'avez dit, une de vos prérogatives, c'est la mission de contrôle du respect de la déontologie des forces de sécurité. On a enquêté sur de présumées dérives au cours des dernières manifestations, notamment la nuit du 20 mars. C'est ce jour du rejet de la motion de censure du gouvernement suite au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ce soir-là, plusieurs manifestations spontanées ont eu lieu à Paris. On a pu recueillir de nombreux témoignages de personnes interpellées de façon abusive. En voici quelques-uns. Côme, arrêté donc le soir du 20 mars, a passé 36 heures en garde à vue avant d'être relâché sans aucune suite. On était assis comme ça, quoi. Ils m'ont dit « Mais tes putains de bras, tes putains de genoux !» Et putain,
Et voilà. Ils sont méprisants au possible. Ils disent à tout le monde qu'on est super con à manifester, que ça sert à rien. Ils nous ont dit là on est très sympa parce que normalement on est ultra violent. Alicia, elle, sortait de son cours de sport. Elle n'était donc pas en train de manifester et pourtant... J'avais vu que les CRS nous encerclaient, mais pareil, je me disais juste, ils font attention que rien ne nous arrive. Ils nous font aller vers les cartes de CRS, ils prennent ma carte d'identité, ils me disent pas pourquoi, ils m'expliquent pas ce qui se passe, et ils remplissent mes informations. Et parce que je suis une personne curieuse, je regarde ce qui a marqué sur la fiche, et je vois qu'il y a marqué fiche d'interpellation. À partir de là, on est resté assis par terre de 22h50 à 3h du matin. Ce regroupement duquel ils m'accusent d'avoir participé, c'est eux qui l'ont créé. Ils ont demandé aux gens de patienter. J'ai été civile, je me suis pas énervée, j'ai patienté, j'ai écouté les ordres, j'ai suivi les ordres et je me retrouve à me faire mettre en cellule. J'ai pas compris. Elle aussi ressort sans poursuite. Ce même soir, Souleymane est victime d'insultes racistes, menacé et frappé par des policiers de la Brave M. Avant de m'asseoir, le policier a commencé à me fouiller la palpation. Et à un moment donné, il m'avait attrapé vers les parties intimes et il m'avait dit « t'as même pas de couilles ». Je veux bien savoir pourquoi ces traitements, je dirais, différents qui m'ont été réservés par la police, pourquoi j'ai été traité comme ça moi, parce qu'on était 7 personnes, c'est moi qu'on frappe, c'est moi qu'on insulte jusqu'au bout, donc j'ai déposé plainte pour avoir toutes ces réponses. Pour lui non plus, pas de poursuite. Yann, lui, manifestait pour la première fois le 20 mars. Interpellé à la fin de la manif, il passe 16 heures en garde à vue avant d'être remis en liberté sans charge non plus, mais avec des blessures suite à l'interpellation. Un médecin lui prescrit 21 jours d'interruption totale de travail. Ils sont arrivés, je me suis pris un coup de pied dans le dos et directement un coup de matraque derrière la tête là. Je me suis pris le coup de matraque en dessous là. Et après, quand je me suis retrouvé sur les genoux, les mains au sol, et là, ils m'ont mis des coups de pied dans les côtes. Ils sont suivis des insultes, etc. Et après, ils ont fait les fiches d'interpellation. Franchement, je trouve ça honteux de subir ça, quoi. Alors que franchement, c'est pas justifié. On représentait aucune menace pour personne, on cassait rien, on criait pas, on partait. On était calme. Donc ouais, je trouve ça honteux, franchement. Et franchement choquant. Ouais. Je vois qu'il y a eu plein d'autres personnes comme moi, dans le même cas que moi, qui ont subi des violences, etc. Donc je trouve ça assez inquiétant de voir qu'en France, c'est ce traitement-là qu'on a, quoi, alors qu'on exerce un droit. Quelques témoignages parmi d'autres ce soir-là, quelques 250 interpellations dans Paris, moins de 10% de poursuites. On le voit parfois de la violence. Est-ce qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre en France ? On va se prononcer, nous, au bout d'une enquête. Je suis désolée de le répéter, mais du coup, on est obligé pas simplement sur des témoignages. Et là-dessus, les images vont être importantes pour nous. Ce qui est certain, c'est que les forces de l'ordre, elles ont l'usage de la force, mais quand c'est nécessaire et proportionné. Ces deux points-là, mais c'est hyper important. Est-ce que nécessaire et proportionné. Et donc, d'abord, le respect de la déontologie se fait par les pairs, par les forces de l'ordre qui sont autour. La hiérarchie, après vous avez l'IGPN et l'IGGN, et vous avez l'organe externe que nous sommes, et dans toute démocratie, il y a un organe externe indépendant de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Nous, ce qu'on va étudier dans les saisines qu'on a quand il y a usage de la force, et je voudrais vous dire les différentes saisines qu'on peut avoir. Mais est-ce que vos conclusions, par exemple, parfois sont différentes de celles de l'IGPN ? Oui, absolument, ça peut arriver. C'est rare, que ce n'est pas un problème ? Mais ça peut arriver. Le problème, il est plutôt de savoir si on suit nos recommandations derrière. La vraie question, elle est à partir du moment où nous constatons et que nous faisons des recommandations, entre autres des poursuites disciplinaires, est-ce que nos poursuites disciplinaires sont suivies ? C'est le cas ou pas ? Alors, il y a quand même eu un net mieux, parce que je sais que mon prédécesseur disait toujours qu'il n'avait jamais de réponse. Donc, depuis que je suis là, j'ai des réponses du ministre de l'Intérieur sur les 12 situations depuis que je suis là. Vous voyez, où on demande des poursuites disciplinaires. Donc, quand même, je veux dire, on ne le fait pas de façon très fréquente, on le fait quand on est absolument sûr et qu'on a les éléments qui nous permettent de prouver qu'il y a eu une violence utilisée de manière pas nécessaire et disproportionnée. Donc c'est arrivé 12 fois depuis le début de votre mandat ? 12 fois depuis le début de mon mandat. Nous avons eu 7 réponses. Les 5 autres sont en cours et parfaitement normal qu'elles ne soient pas encore répondues. Ce sont des affaires plus récentes. Sur les 7, il y a 4 commissions d'enquête qui ont été lancées. Donc il y a eu une vraie réponse. Et
un rappel des textes derrière. Très honnêtement, si on avait demandé des poursuites disciplinaires, c'était pas simplement pour des rappels de la loi et des textes que nous faisons nous-mêmes et sur lequel d'ailleurs nous sommes suivis. C'est que si on demandait des poursuites disciplinaires, c'était pour aller un peu plus loin. Donc je ne peux pas considérer que la réponse est suffisante. Donc ce n'est pas suffisant. Donc, pour moi, elle n'est pas suffisante. Mais donc, vous parlez beaucoup de hiérarchie au-delà des actes individuels. Qu'est-ce qui, selon vous, permet ces actes individuels? Est-ce qu'il y a dans la parole du ministre, dans l'attitude de la hiérarchie, quelque chose qui peut donner l'impression aux agents d'avoir un blanc-seing pour cela, d'avoir un blanc-seing pour déborder et ne pas respecter la déontologie? Ce que je trouverais très injuste, c'est de ne faire porter le problème, aussi gravissime qu'il soit, que sur la personne, que sur la force de l'ordre qui l'a commis. Et c'est pour ça que nous nous intéressons à la question de quelle a été sa formation, quel a été l'encadrement. Et ces points-là sont absolument essentiels. La question de ce qui se passe en ce moment sur les refus d'obtempérer et sur les décès qui a suite à des refus d'obtempérer où nous nous sommes autosaisis l'année dernière plusieurs fois. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est certes le fait lui-même, mais aussi quel a été l'encadrement et la formation de la personne, et la formation aussi à l'usage des armes. Et ces points-là sont vraiment pour nous très importants, parce que si on veut que la doctrine change, on a besoin d'étudier cet ensemble. Est-ce que ceux et celles qui décident in fine, et là en l'occurrence on parle du ministère de l'Intérieur, on parle de la Première ministre, on parle d'Emmanuel Macron, est-ce qu'ils vous entendent assez? Alors, d'abord, je suis en dialogue très régulier avec le gouvernement comme avec le Parlement sur nos différents champs de compétences, et les échanges sont réguliers. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Heureusement, absolument, puisque c'est vraiment notre rôle. Mais je vous l'ai dit, sur un certain nombre de décisions qu'on a pu rendre, je trouve qu'on pourrait être suivi un peu plus loin. Oui, je vous l'ai clairement dit. Et ça, ce n'est pas la première fois que vous le dites. Mais je vais vous dire pourquoi c'est important. Alors, est-ce que vous n'êtes pas... vous n'avez pas envie de hausser le ton face à une forme de surdité quand même par rapport à vos recommandations? Je considère que le rôle de l'institution du défenseur des droits contribue à rétablir la confiance entre la population et sa police. Et c'est justement par le fait de dénoncer des actes qui sont contraires à la déontologie des forces de sécurité qui permet d'établir une confiance. Et ce point-là est absolument capital. Et donc il faut reconnaître quand il y a eu problème, parce que c'est ça qui permet d'établir une confiance entre la police et la population. Moi, je dis surtout que ce qu'il faudrait absolument, c'est suivre nos recommandations. Je veux dire, parce que quand je vous dis, entre guillemets, qu'on n'en a eu que 12, ça veut dire qu'on a quand même classé pas mal d'affaires sur lesquelles nous avons considéré ou qu'il n'y avait pas d'atteinte à la déontologie, ou que nous n'avions pas suffisamment de preuves, ou que nous ne pouvions pas identifier la force de sécurité en question. Ça, je tiens à vous le raconter. La question du RIO visible, vous savez, c'est les numéros d'identification des forces de l'ordre. C'est absolument indispensable. C'est d'ailleurs... Souvent en manifestation, c'est pas visible, on le précise. Voilà, et c'est dans le schéma de maintien de l'ordre. Le schéma de maintien de l'ordre, il a eu des avancées là-dessus, sur la communication avec les manifestants, sur le fait de rendre visibles ces RIO. On n'a pas été suivi sur un de nos conseils qui est de ne pas utiliser ni des LBD, ni des grenades de désencerclement dans les cadres de maintien de l'ordre, parce qu'il y a trop de risques pour les personnes et pour les manifestants. Mais quand vous voyez ce qui se passe à Sainte-Soline, je fais une insiste sur les grenades. Mais je voudrais revenir sur les RIO. Finissez sur les RIO, on parle après des grenades. On reparle. Sur la question du RIO, moi j'ai été très frappée par une des premières décisions qu'on a rendues quand je suis arrivée, au moment des manifestations Le Travail, un jeune, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, mais le moment où on a la vidéo, il est au sol, maîtrisé, j'insiste sur le mot maîtrisé, et on a un policier qui continue à le frapper. On est, par rapport à ce que je vous disais, ni dans la nécessité de la force, ni dans la proportionnalité. Qu'il ait pu user de la force au moment de le maîtriser est quelque chose donc de possible. Et vraiment, ce point-là est important. Eh bien, celui qui continue à frapper alors que le jeune est au sol est cagoulé, sans RIO visible, casqué, et personne ne sait qui c'est. C'est-à-dire les policiers qui sont autour ne savent pas qui c'est, la hiérarchie ne sait pas qui c'est. Ça, c'est inadmissible. Voilà. Mais quand
ça vous soulevez clairement. Cette anecdote-là, enfin cette histoire-là, pardon, pas cette anecdote, cet incident grave-là, vous l'avez, j'imagine, déjà plaidé auprès des personnes compétentes et qui peuvent décider. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce moment-là ? On nous répond le schéma de maintien de l'ordre. Justement, nous avons bien répété qu'il fallait que le RIO soit visible. Mais je suis comme vous, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos et j'ai bien vu qu'il y a un certain moment où les RIO ne sont pas visibles. Donc il y a un net progrès. Ça fait partie de la confiance. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais encore récemment, Laurent Nunez, qui est préfet de Paris, a été interrogé sur la visibilité des RIO en disant mais c'est dans le schéma de maintien de l'ordre, c'est obligatoire, donc je n'ai pas besoin de rappeler que ça l'est ou je n'ai pas besoin d'agir puisque c'est obligatoire. Mais non, ce n'est pas effectif cette obligation. Alors, en l'occurrence, effectivement, il le rappelle, c'est obligatoire, mais je suis comme vous, je constate que ce n'est pas effectif. Et surtout, je constate que quand il ne le porte pas, il n'y a pas de sanction. Parce donc, est-ce qu'il y a un manque de volonté politique sur ça ? En tout cas, je trouve que j'ai vu les mêmes vidéos que vous, et il y a des moments où ils n'ont pas leur RIO visible. Et ça ne contribue pas à la confiance qu'on peut avoir dans notre police. Mais alors, j'insiste sur ce mot. Pardon, je voudrais dire que je suis utile à la police là-dessus, parce que en fait, que la police vous entende. Mais je suis convaincue de ça parce que c'est ce qui fait partie de la confiance. Alors je vous repose la question une toute dernière fois autrement et après on passe aux grenades. Puisque la responsabilité n'a pas à être portée individuellement sur les épaules de chaque agent, alors elle est forcément au-dessus, la responsabilité, elle est forcément du côté de ceux qui nous dirigent et des politiques. Donc est-ce que, par exemple, sur l'histoire précise du RIO, il y a un manque de volonté politique et de fermeté Dans la décision dont je vous ai parlé, nous avons dit qu'il n'était pas normal que les policiers autour ne soient pas capables de l'identifier, ni l'encadrement. Nous avons dit exactement, c'est ce que nous avons dit dans la décision, clairement, et qu'il fallait un rappel des textes à ces personnes. Donc oui, nous le disons fortement quand nous sommes empêchés, à quel point la question de ce RIO visible est absolument indispensable. Puis je pense qu'il y a une vraie question aussi sur la taille du RIO pour qu'il soit réellement visible. Il y a des moments où ils ne le portent pas, et puis il y a des moments où il n'est pas vraiment visible. C'est les deux choses. Sur Sainte-Soline, 4000 grenades en 2 heures ont été tirées. 4000 grenades, dont des GM2L. Mais par exemple, nous ne savons pas, dans le lot de grenades lacrymogènes, combien de GM2L ont été tirées. Est-ce que, par exemple, vous pourriez dire, nous devrions savoir précisément combien de GM2L, dont on sait qu'elles sont particulièrement blessantes, mutilantes, on devrait savoir combien de GM2L ont été tirés. Alors, vous savez que quand on s'est saisi, auto-saisi, ou qu'on a une saisine et que l'enquête est en cours, je ne peux rien dire tant que l'enquête est en cours. Enfin, mais est-ce qu'il faudrait qu'on connaisse le détail ? Mais évidemment, et ça va faire partie des questions que nous allons poser. C'est justement, quelles grenades ont été utilisées, dans quel cadre, à quel moment. Ça va faire partie des questions que nous allons poser. Mais là-dessus, je vous redis, on va mener une enquête et une enquête en contradictoire, et tant que l'enquête est en cours, je ne peux pas me prononcer. Mais je peux vous dire ce qu'on a déjà dit sur les grenades de désencerclement et les LBD. Nous, ce que nous voyons, c'est trop de risques, trop de blessés. Et puis, est-ce qu'on peut aller regarder un peu ce que font nos voisins ? On est un des seuls pays d'Europe à les utiliser. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, les pays du Nord, ils ont aussi des black box, ils ont aussi des manifestants qui sont violents. Ils ne les utilisent pas. Pourquoi ils ne les utilisent pas ? Il y a trop de risques. Je voudrais quand même aussi dire que je condamne toute forme de violence. Vraiment, et ce point est important. Et j'ai une pensée pour les blessés, côté manifestants et côté force de l'ordre. Le premier objectif du maintien de l'ordre, c'est la liberté de manifester. Et c'est l'intégrité, tout en préservant l'intégrité à la fois des manifestants et des forces de l'ordre. Il faut se rappeler, le maintien de l'ordre, son objectif, c'est la liberté de manifester. Autre prérogative, ou en tout cas autre droit dont vous êtes garante, c'est la liberté d'association. Très récemment, la Ligue des droits de l'homme a été la cible du gouvernement. Alors, vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement, je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Est-ce que vous partagez leurs inquiétudes ? La LDH a toujours dérangé et a dérangé le pouvoir en place. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la question d'ailleurs n'est pas de savoir ou pas si je suis d'accord
avec la LDH. La question, c'est que la liberté d'association, vraiment, est un des fondements, et je vous l'ai dit dès le début, de notre démocratie, est inscrit d'ailleurs dans la Constitution, et c'est important de le préserver, et je me suis prononcée là-dessus. Je suis d'ailleurs... Vous êtes inquiète sur cette stigmatisation de la LDH stigmatisation et des associations. Les associations, vous suivez en plus, ont un rôle absolument essentiel à jouer dans la société. Ils alertent justement les pouvoirs publics sur des choses que les pouvoirs publics ne voient pas. Ils sont près de la société, et c'est pour ça que cette liberté associative, elle fait partie des fondements de la démocratie. C'est que elle a un rôle particulier à jouer. Moi, je m'étais déjà prononcée au moment de la loi sur les principes républicains, sur l'inquiétude que j'avais sur le contrat d'engagement républicain. Parce que, évidemment, que les associations, elles ne doivent pas commettre, de délits et d'infractions. Ça fait partie, évidemment, du rôle des associations, mais entre guillemets, de chacun d'entre nous, d'ailleurs. Mais la question de ce contrat d'engagement, pour nous, on l'analysait déjà comme une fragilisation de la liberté associative. Et effectivement, j'observe des attaques, pour l'instant, contre cette liberté associative, et qui m'inquiètent. Je dis, attention, ça fragilise notre démocratie. C'est toujours pareil. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'on vit en démocratie. Évidemment, on n'est pas en Iran. Mais tout ce qui attaque, tout ce qui fragilise la démocratie, quand on fragilise un de ces piliers, on la fragilise. Et la liberté associative est un des piliers de la démocratie. Alors justement, sur cette démocratie fragilisée, vous n'êtes pas la seule à dire attention. Nombreuses sont les voix, y compris de ceux qui pouvaient soutenir le gouvernement en place. Quand on questionne le président sur la crise démocratique, voilà ce qu'il répond à notre reporter. Quand la défenseure des droits parle de risque pour la démocratie, quand elle parle notamment du travail de la police lors des manifestations, mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle nous aide à l'améliorer. C'est ce pourquoi je l'ai nommé moi-même. Et donc, du coup, est-ce que vous partagez son constat de risque pour la démocratie? Je suis toujours très vigilant. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a des endroits qui ne sont pas des démocraties où on se bat pour qu'elles soient restaurées. Chez nous, on se bat simplement pour qu'elles fonctionnent mieux. Moi, j'ai cessé d'essayer de proposer des choses pour qu'elles fonctionnent mieux. Le grand débat, les conventions citoyennes climat, les choses qui n'allaient pas dans cette convention citoyenne, on les a corrigées. On a passé une loi organique pour que le Conseil économique, social et environnemental permette de les organiser. Là, on vient de faire une convention pour la fin de vie. On a, je crois, corrigé beaucoup de choses qui n'avaient pas marché la dernière fois. Donc, on améliore notre vie démocratique. Est-ce que elle est parfaite? Non, on doit toujours l'améliorer. Et par exemple, la défenseure des droits, c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à juste titre, l'a associé au suivi des dernières opérations pour qu'on puisse regarder là où on s'améliore, et on a fait des réformes aussi. Donc il faut sans cesse continuer, vous savez. Mais les grands mots doivent après proposer des choses. Moi, j'entends beaucoup de gens dans tous les domaines qui disent ça va pas, tout va éclater, etc. Je les entends jamais proposer. On doit travailler davantage pour produire plus de richesses, pour pouvoir les répartir. Mais au risque de fragiliser la démocratie, comme s'en inquiète la défenseure des droits. Mais la défenseure des droits, quand elle dit il y a un problème à tel endroit, ensuite derrière, on fait le suivi avec elle pour pouvoir le faire. Donc il ne faut pas aller vers des grands mots. Il y a des pays où la démocratie est fragilisée. Est-ce qu'en France, on a des élections qui ne sont pas passées dans un cadre démocratique? Non, elles se passent dans un cadre démocratique. Il ne faut pas non plus derrière que le jour d'après, sous prétexte que parfois on ne l'a pas gagné, on fragilise la légitimité des gens qui sont élus et qui en sortent. Donc, les mots ont un sens. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, à ce moment-là, il faut les corriger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des instances comme la défenseure des droits, des gens qui peuvent s'exprimer librement et qui disent quand quelque chose ne va pas qu'on doit corriger. Ce rapport est rempli de recommandations, justement. Et vraiment, moi, ce que je dis souvent... On espère qu'Emmanuel Macron l'ait lu. Mais alors, je lui remets tous les ans. Alors ça, j'ai un rendez-vous tous les ans avec le président de la République pour lui faire part de ce que j'observe et de nos recommandations. Je fais la même chose avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, en commission des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc bien sûr, et dans lequel je rappelle nos recommandations. Il ne semble pas partager votre constat sur la fragilisation de la démocratie. Mais parce que vraiment, je redis que la démocratie, ce ne sont pas simplement les élections. C'est ça. Et ce sont aussi les libertés associatives. Et puis, vous savez, moi, ce que je vous ai dit au début, ce que j'observe, quand des personnes n'arrivent pas à accéder à leurs droits, je pense à cette femme dont le mari est décédé, qui doit recevoir une pension de réversion
et qui 2 ans après ne l'a toujours pas et qui vit avec moins de 400 € par mois. Je veux dire, ces situations-là, pour ces personnes-là, sont graves. Quand je vois une maman, 42 ans, qui a 3 enfants, qui travaille, qui demande le renouvellement de sa carte de séjour, qui n'arrive pas à obtenir de rendez-vous en préfecture, qui du coup se retrouve en situation irrégulière et donc perd son emploi puisque l'employeur ne peut plus la garder, est en grande difficulté pour payer son loyer. On est sur des situations graves sur lesquelles j'alerte. Et moi, je vous dis juste que si on suivait les recommandations d'une institution comme le Défenseur des droits, notre cohésion sociale irait mieux et notre démocratie irait mieux. J'imagine que vous l'avez formulé en ce sens à Emmanuel Macron lorsque vous lui avez remis ce rapport. Alors, je ne lui ai pas encore remis, le rendez-vous est en attente et je vais lui dire, ah non mais ça je le vois absolument tous les ans et dans un échange qui est tout à fait constructif. Mes rapports avec le gouvernement, le Parlement sont constructifs sur ce que nous voyons, ce que nous observons et ce qu'il faudrait faire. Et je suis très utile au pouvoir public et au gouvernement sur ce que j'observe qui ne va pas et de ce qu'il faudrait corriger. Et n'avez-vous pas peur parfois ou craignez-vous peut-être parfois, comme vous n'avez pas de prérogatives contraignantes, craignez-vous d'être d'une certaine manière une caution, c'est-à-dire regardez, notre démocratie, elle ne peut être que saine puisque nous avons un défenseur des droits qui est notre vigie. Mais c'est une vigie qu'on a le droit de ne pas écouter. On peut se donner bonne conscience pour pas cher, en gros, c'est ça que vous voulez dire. Non, oui. C'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire parce que parfois vous ressentez de la frustration, de la colère, parce que vous n'êtes pas écouté sur des choses qui vous semblent essentielles. Mais ma réponse à ça, c'est 126 000 réclamations, dont 80% sont traitées en médiation, dont les 3/4 aboutissent. Des recommandations que nous faisons et qui aussi aboutissent. Donc non, nous obtenons des résultats. Votre utilité auprès des usagers est incontestable. Mais oui, et on obtient des résultats. Sur la question des recommandations, par exemple, je pense à une situation, par exemple, d'un enseignant qui a été homosexuel, qui ne souhaitait pas le dire, dont une de ses collègues l'a dit aux élèves, donc, et qui a été vraiment victime de harcèlement discriminatoire, et qui, ce que nous avons observé à partir du moment où on nous a saisis, c'est que l'administration, enfin le système scolaire n'avait pas pris en compte suffisamment rapidement, n'avait pas agi, et on a recommandé une indemnisation de cette personne, et on l'a obtenu, il l'a obtenu. Donc je veux dire, on obtient des choses même en n'ayant que des recommandations. Et moi, attendez, je finis sur le côté contrainte. Je trouve qu'il n'y a pas besoin qu'on ait de contraintes, je voudrais juste qu'on suive nos recommandations. Non, mais si on en revient aux questions de la déontologie des forces de sécurité, je trouve qu'il faut juste suivre quelles sont nos recommandations. Oui, voilà. Mais c'est pas obligatoire de les suivre. Non, c'est pas obligatoire, on est tout à fait d'accord. C'est pas obligatoire, mais je vous redis qu'il y en a qui sont suivis, il y en a qui ne le sont pas, et on continue à se battre, et on a de l'énergie pour ça. Et moi, je voulais simplement rappeler que vous avez mis en place un numéro, parce que vous parliez de discrimination à l'instant. Oui. Le numéro m'échappe, mais il y a un numéro... 3928. Le 3928. Important à appeler, parce que vous pouvez... Y compris anonymement, avoir l'impression, exactement, et avoir l'impression que, mais non, j'ai pas les preuves qu'il faut et tout. Laissez nos juristes qui sont au bout du fil vous dire si effectivement vous avez les preuves qui sont suffisantes ou pas, qui vont pouvoir passer 3/4 d'heure au téléphone avec vous pour vous expliquer ce qui est faisable, pas faisable, pour que vous racontiez votre histoire. Vraiment, ne restez pas seul face aux discriminations. Et si c'est pas une histoire de discrimination, vous redirigez vers d'autres... alors, on redirige sur le reste de nos compétences. Exactement. Et surtout, on ne laisse personne, c'est important ce que vous dites, on laisse personne sans réponse. Quand on nous appelle, quand on va voir nos délégués, on fait toujours, si c'est pas dans nos compétences, de l'orientation vers les bonnes personnes et les bons services. Je disais, pour terminer, le fait marquant de votre rapport 2022, c'est l'accès aux droits des étrangers. C'est 1/4 des réclamations et ça a augmenté de 233% en 3 ans. Vous êtes donc 3 fois, voire 4 fois plus saisi sur la question de l'accès à ces droits-là. Vous l'expliquez par la réduction des effectifs en préfecture, mais comment expliquer cette réduction des effectifs Mais d'abord, ce sujet, franchement, pour moi, il est insupportable. Je vous ai cité la situation de cette femme. On en a, mais tout le temps des situations comme ça. C'est absolument insupportable pour les personnes. Puis c'est totalement absurde. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas vocation à être le Doctolib des rendez-vous en préfecture, avec nos délégués qui, du coup, cherchent juste à ce que la personne puisse avoir un rendez-vous ou avoir une réponse sur son dossier, parce qu'en fait, on a 2 aspects. On a aussi des délais de réponse sur des dossiers qui sont exorbitants, où il n'y a pas toujours le récépissé qui permet de rester en situation régulière. Et de fait, les gens se retrouvent en situation irrégulière.
Bonne question, c'est obligatoire. Bonne question. Pourquoi? Mais ça fait partie aussi des recommandations qu'on fait aux préfectures. Dès que je suis en province, je vais voir les préfets parce qu'en fait, le problème, ce sont nos délégués territoriaux majoritairement qui gèrent ce genre de questions. Nos délégués territoriaux sont des bénévoles, ont une indemnité en gros de 400 € par mois. Ils trouvent la satisfaction dans ce qu'ils font parce qu'ils arrivent à résoudre des problèmes. Si eux-mêmes n'ont pas de réponse et n'arrivent pas à régler les problèmes, on a plusieurs délégués qui ont démissionné en disant mais je ne sers à rien en fait au bout du compte parce que on ne répond pas à l'usager, mais on ne répond pas de temps en temps aussi à nos délégués. Et franchement, on ne va pas nous servir juste d'intermédiaire pour que les gens aient un rendez-vous en préfecture et pour qu'on réponde sur leur dossier. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez dit 230% d'augmentation sur les 3 ans. Et sur les 3 ans en Ile-de-France, c'est 450% d'augmentation. On est dans un système où on marche sur la tête. Donc là, l'accès au droit n'est absolument pas garanti. Absolument pas respecté. Et je veux dire, mais quel est l'intérêt? Enfin, c'est des gens qui obtiendront leur carte de séjour au bout du compte. Donc, quel est l'intérêt? Merci Claire Hédon. Une toute dernière question avant de se quitter. Bien avant d'être défenseur des droits, vous avez eu une carrière de journaliste. On s'était rencontrés à cette époque-là. C'était à RFI, Radio France Internationale. Si vous aviez face à vous le président Macron et que vous étiez journaliste, quelles questions lui poseriez-vous? Alors, je ne suis plus journaliste et je suis dans une... Ah non, ça je continue à vous dire. Je ne suis pas dans le même rôle. C'est-à-dire, en fait, les questions que je lui pose sont vraiment... Est-ce que ce métier de journaliste vous aide? Vous puisez dans les méthodes journalistiques c'est très difficile de vous répondre. C'est très difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est en quoi ça m'aide. C'est que je pense que c'est important de parler de cas concrets. En fait, dès que je peux vous dire devant les ministres, à l'Assemblée nationale, au Sénat, devant un préfet qui répond pas à nos délégués. Je pense à un préfet. Je suis arrivée avec 4 situations excessivement concrètes. Voilà les points sur lesquels on n'a pas de réponse. Sur cette femme qui a 43 ans, sur celle qui en a 80 et qui n'arrive toujours pas à obtenir le renouvellement de sa carte de séjour. Ça fait 50 ans qu'elle est en France, sur ce jeune étudiant qui n'y arrive pas. Voilà, je parle, je pense que ma formation journalistique m'aide, je parle de situations, mais ce rapport est truffé de situations excessivement concrètes auxquelles les gens sont confrontés. Et c'est bien ça, moi, qui de temps en temps me met en colère, c'est qu'on est sur des situations pour des personnes qui sont dramatiques. Et moi, ce que je veux, c'est que les personnes soient rétablies dans leurs droits, et je le veux pour ces personnes, pour notre cohésion sociale et pour la démocratie. Merci Claire Hédon. Le rapport donc 2022 est en ligne, est accessible à tout le monde, si absolument. Défenseurdesdroits.fr, vous comprendre à la fois votre mission et les cas dont vous êtes saisi pour comprendre un petit peu cette photographie de la France sur l'accès aux droits. Merci et merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre, elle n'est possible que grâce à nos abonnés. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci, on se retrouve sur Mediapart. Bonne soirée, salut.